annoncé par la CNIL. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder le périmètre juridique, compliqué par excellence, de regarder le périmètre technique et de regarder le périmètre géographique. Et si vous devez retenir qu'une seule chose, si vous devez retenir qu'une seule chose de cette présentation, c'est de vous méfier maintenant dans les droits des technologies avec les périmètres techniques. C'est un véritable enfer. Et nous sommes aujourd'hui dans la tradition, nous sommes au milieu de deux courants, qui est la tradition anglo-saxonne d'une part et la tradition romano-germanique d'autre part. C'est-à-dire que la tradition anglo-saxonne veut que la loi commence par une suite de définitions. Et vous remarquerez que dans les directives maintenant, vous avez les principes, et puis derrière, tout de suite, vous avez un article 2 qui est définition. Ce qui veut donc dire que vous pouvez avoir deux textes qui, vus du plan économique, présentent exactement le même domaine, mais vus du plan juridique, sont totalement différents. Ça vous donne, je n'y résiste pas, des choses que tous les mails ne sont pas des courriers électroniques et tous les courriers électroniques ne sont pas des mails. Là, c'est par exemple la situation la pire de ce que j'ai pu voir comme exemple. Bien, vous avez la même chose aujourd'hui avec la vidéoprotection. C'est-à-dire que si le point d'entrée technique est clair, la caméra, le point de sortie, lui, est bien plus complexe. Un exemple sur les zones masquées. Vous devez masquer un certain nombre de zones. Le fait que la caméra sur la zone masquée l'introduise dans la caméra, la zone masquée, ou que le masque soit fait sur traitement sur le centre serveur, la différence, c'est que pendant un instant de raison, qui est la partie télétransmission, vous avez la possibilité d'une intervention, ici une récupération par des hackers ou par n'importe quelle personne mal intentionnée, qui va récupérer la totalité de l'information. Ainsi donc, le droit au masquage, qui est un droit fondamental pour la protection de la vie privée, doit-il être à l'émission, c'est-à-dire à la prise de vue, ou doit-il être effectivement à la conservation? Rien qu'en fonction de ça, vous avez une énorme différence. Sachant que la notion de traitement automatisé sur informatique et liberté, je vous rappelle, ce n'est pas la conservation ni l'exploitation, c'est la visualisation. La visualisation est dans la définition. Donc, est-ce que la caméra qui ne masque pas à l'entrée n'est-elle pas une caméra illégale? Et qu'à ce moment-là, puisque le masque est obligatoire, pour la protection de la vie privée, l'ensemble effectivement du système ne se trouve non conforme. Vous vous rendez compte jusqu'où va aujourd'hui l'analyse technique au regard d'un principe qui est celui très simple de la protection de la vie privée. Donc le périmètre juridique, il est clair, quoique. Il est clair parce qu'on a le code de la sécurité intérieure, et dans ce code de la sécurité intérieure, on a une précision expresse qui est la suivante. La Commission nationale informatique et liberté peut, sur demande de la commission départementale, du responsable du système ou sa propre initiative, donc les trois possibilités d'agir, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à l'autorisation préfectorale le concernant. Jusqu'à là, on peut discuter. Et selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celle de la loi du 6 janvier 1978. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. On aurait pu, c'est ce que demandait la CNIL au départ, me semble-t-il, se limiter à utiliser la puissance de contrôle de la commission, qui a un département enquête, qui a un département expertise. Ici, on voit bien qu'on va avoir une dualité d'approche. C'est-à-dire qu'on aura le régime de la présente loi, donc le code de la sécurité intérieure, et le régime informatique et liberté. C'est très ambigu comme formulation. Est-ce que ça veut dire que c'est la loi informatique et liberté qui s'applique à la vidéoprotection? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a d'une part la réglementation de la vidéoprotection et la réglementation informatique et liberté, et lorsque la CNIL revient, elle revient avec la casquette du contrôle code de sécurité intérieure et du contrôle informatique et liberté, c'est une deuxième analyse, ce qui ne revient pas du tout même. Ou est-ce que ça veut dire que la Commission nationale informatique et liberté, qui ne perd pas sa compétence générale, et qui n'est pas là en bureau de contrôle, entre guillemets, sous-traitant par rapport à sa puissance de contrôle, mais là simplement dans l'ensemble de ses prérogatives d'autorité administrative indépendante. Et c'est, me semble-t-il, un des éléments des premiers contrôles
c'est que la CNIL se trouve être doublement compétente sur un contrôle, alors que les commissions départementales ne seraient que monocompétentes. Parce qu'elles, c'est sûr, elles ne peuvent pas, bien évidemment, intervenir au niveau d'informatique et liberté. Donc, le fait d'avoir pris cette rédaction-là, me semble-t-il, c'est un élément, si rien ne se fait, qui va repousser les commissions départementales quelque part à un système extrêmement limité. Elles étaient déjà limitées, mais aujourd'hui, avec cette plénitude de compétences de la CNIL, elle devient effectivement le contrôleur le plus adéquat par rapport à l'ensemble des objectifs de protection, puisque là, on passe outre la division secteur privé, enfin, domaine privé, domaine public. Le périmètre technique, maintenant. Alors, le périmètre technique dans lequel les contrôles ont été opérés, c'est d'abord le respect de l'autorisation. Donc, dans le respect de l'autorisation, il y a un dossier technique sur lequel on pourra revenir. Ce dossier précise l'ensemble des paramètres techniques de la vidéoprotection qui est mise en œuvre localement. Et dans le cas de ces commissions font un travail préparatoire, en fait. Et donc, dans la mesure où cette autorité préfectorale est délivrée, la CNIL contrôle, tout simplement, elle a fait un contrôle sur pièce, à partir d'un contrôle in situ, des éléments. Le contrôle de la légalité, ici, ne se présente pas sur le document, c'est bien le contrôle, me semble-t-il, de l'exécution de cette autorité préfectorale. Et là, elle a pu remarquer qu'il y avait des écarts. Deuxième problème, beaucoup plus important. Alors, je ne dispose pas, moi, de toutes les informations liées à toutes les commissions et de tous les rapports, mais il est apparu une problématique très claire de masquage des zones privées. Et vous savez bien que la vidéoprotection, donc, dans les lieux publics, est une vidéoprotection qui est organisée de telle manière à ne jamais porter atteinte à la vie privée. Donc les caméras sont placées de telle manière qu'elles ne puissent pas être en ligne avec des actions privées. Reste que parfois, pour pouvoir protéger le secteur public, le domaine public, il faut malheureusement être de tirer sur une ligne qui va frapper un secteur privé, une porte ou un immeuble. C'est souvent des immeubles qui ne sont pas très très loin. Donc il faut masquer les zones privées. Et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, on en est là, sur le plan de la technique. Qu'est-ce qu'on appelle masquer une zone privée? À partir de quand le masquage doit être opéré? Comment on s'assure de la réalité de ce masquage? Et notamment, la CNIL s'est intéressée à la notion de zone privée. Troisième élément beaucoup plus simple, qui est la durée de conservation des images. Là encore, vous connaissez cette durée, j'y reviendrai. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'elle n'est pas trop courte? Est-ce qu'elle n'est pas trop courte, cette durée? On peut se poser cette question-là au regard d'abord des personnes et surtout au regard de l'impératif de protection. Et là encore, on a énormément de différences. Regardez. Où sont tombés les crimes pour l'instant? Mais prenons les délits. Sur des choses importantes, on peut considérer que pour les crimes, il y a des enquêtes de police, on va mettre en place une puissance d'ordre public qui est en relation avec l'infraction. Mais prenons les contraventions. Les contraventions, il y en a de toute nature et l'État ne peut pas chasser toutes les contraventions. C'est pas possible. Il en prend quelques-unes en fonction de sa politique pénale. Alors qu'a priori, on va s'occuper de tous les meurtres, bien sûr, tous les assassinats. Sur la politique de contravention, de délit, le délai de prescription, c'est 3 ans. 3 ans, on peut se poser la question s'il est long ou court. Mais c'est une sorte de droit au pardon. On dit au bout de 3 ans, si la société ne s'est pas intéressée à ce délit, c'est prescrit. Pour certains délits, on sent bien que ça peut paraître aujourd'hui court, en tout cas que la demande sociale de protection peut la trouver comme courte. Si ce délit est réalisé par le moyen de l'Internet,
de manière générale, par un système de réseau de communication électronique. À ce moment-là, notamment de réseaux ouverts au public. Il y a une loi sur les FAI et les hébergeurs, sur les intermédiaires, qui dit qu'ils doivent garder les données de connexion pendant 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des délits dont la règle de fond, on a 3 ans pour agir, pour que la société réagisse contre cette atteinte à l'ordre public, mais on dit à cette société, si tu fais pas, tu ne travailles pas tout de suite dans les 1 an, et que tu arrêtes la preuve, alors la preuve n'existe plus. Donc ça revient quasiment, si on n'est pas dans la logique de l'aveu, à une réduction de la puissance de l'ordre public de réaction à 1 an. On peut dire 1 an, c'est long, c'est court, au regard du droit à la transparence d'un côté et du fait que rien n'est apparent sur l'Internet de l'autre. Et si maintenant on arrive à la vidéoprotection, on dit c'est 1 mois. Qu'est-ce qui fait que, globalement, c'est 1 mois? Le fait que ça soit plus visible, les images? Oui, mais enfin, on sait bien que maintenant, il y a tellement de caméras et tellement d'images que le problème n'est plus les caméras, mais c'est les images. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent les regarder, qui ont le temps de les regarder? Est-ce que 1 mois n'est pas trop court? C'est-à-dire qu'on va avoir des délits qui vont se prescrire parce qu'on passe par un réseau de télécommunications à 1 an, et si on passe par une caméra dans ce réseau de télécommunications, à 1 mois. Donc vous voyez qu'il est intéressant de repositionner les durées de conservation, non pas purement technicien 1 mois, mais de se reposer la question de l'ordre public et de cette protection de l'ordre public. C'est qu'on considère que le système de vidéo est tellement invasif, que la prise d'image est tellement forte, alors que n'importe qui peut prendre des images maintenant. Et je pense que le fait que, par exemple, que les policiers puissent aujourd'hui filmer dans les opérations d'arrestation, c'est un plus, parce qu'ils vont pouvoir aussi se défendre face à des films qui seraient pris de manière un tout petit peu particulière, dirons-nous. Voilà. Donc là, on se retrouve sur un contradictoire, entre le contradictoire de n'importe quel citoyen à effectivement filmer une zone événementielle, au titre du droit à l'actualité, et effectivement la police de filmer effectivement une agression dans laquelle elle subit, et qui lui demande une réaction en tant que représentant de l'ordre public. Donc vous voyez que la durée de conservation est une problématique, durée de conservation qui par ailleurs peut faire que le système, alors là c'est le pire, le système de vidéoprotection est aussi un système de vidéosurveillance. C'est-à-dire que les caméras, puisque maintenant il y en a des systèmes où il y a 10, 20, 30, 50 caméras, les caméras numériques, certaines sont dans le domaine public, certaines sont dans le domaine ouvert au public, privé ouvert au public, et certaines sont dans le domaine privé. Et là encore, la logique de la durée de conservation n'est peut-être pas forcément les mêmes. L'information des personnes filmées, ça c'est plus simple, et les mesures de sécurité entourant le dispositif. Là, c'est intéressant, les mesures de sécurité intéressant le dispositif. Et c'est lié au champ d'application des 2 lois. Si vous êtes sur le champ d'application de la sécurité intérieure, vous n'avez pas de règles très particulières sur la sécurité du système de vidéoprotection. Vous n'avez pas vraiment spécifique. Vous avez des choses. Enfin, vous avez surtout le texte majeur. C'est l'article 1er qui dit que la sécurité est un droit fondamental. Donc, à partir de là, la sécurité est un droit fondamental, c'est-à-dire de valeur constitutionnelle. Il est clair que là, il y a quelque chose sur la sécurité, de très haut niveau. Mais dans le détail, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas l'article 34 de la loi informatique et liberté, qui fait que les systèmes de sécurité d'information nominative sont des systèmes à obligation quasi de résultat, puisque vous devez prendre toute précaution utile au regard des risques du traitement automatisé de données. C'est donc dans la mesure de sécurité entourant le dispositif que la CNIL intervient au titre de la sécurité intérieure, mais qu'elle a la puissance de cet article 34 qui est énorme. Il permet quasiment de tout protéger, l'article 34. Et demain, le 34 bis, qui aujourd'hui est limité aux opérateurs de télécommunications, c'est le 34 bis, je vous rappelle que c'est les failles de sécurité,
Pour les failles de sécurité, l'obligation de communication à la CNIL n'existe que pour les opérateurs, si je fais simple, les opérateurs de télécommunications, alors que dans le cas de la proposition, proposition de règlement, donc en 2016, la règle sera généralisée à l'ensemble des responsables de traitement. Et ainsi donc, aux opérateurs, bien évidemment, responsables de traitement d'un système de vidéoprotection. Les contrôles, je vous les ai mis en dessous, donc là c'est le périmètre technique des contrôles. Les contrôles elles-mêmes, 75% auprès du secteur privé. Donc on est plutôt dans de la vidéoprotection, dans des caméras pour des domaines ouverts au public. Le secteur public stricto sensu, 25% et 15% dans le cadre de l'instruction des plaintes. Voilà le périmètre géographique qui a été mis en place par la CNIL au niveau de ces contrôles.